Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va bien, tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des principaux concurrents pour le podium. Donc, on va éviter de parler du PSG, bien entendu, car on sait que normalement la première place leur sont destinées. Mais quelles équipes seront les dauphins et le troisième de cette Ligue 1 ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte beaucoup pour le référencement et ça apporte beaucoup pour le développement de cette chaîne. On atteint bientôt les 2000 abonnés, donc merci beaucoup, donc n'hésitez pas vraiment si ça vous plaît à vous abonner. Alors petit disclaimer d'abord vidéo, bien entendu le mercato n'est pas fini, donc forcément le mercato des prochaines semaines pourrait un peu impacter les prédictions que je vais donner. Et en plus de ça, c'est vrai que comme je viens de le dire, ce sont des prédictions, donc qui dit prédiction dit forcément une petite part d'irrationnel, donc ce que je vais évoquer peut être parfois des ressentis, donc ça peut forcément ne pas être la vérité de d'autres, et les ressentis d'autres personnes. Donc voilà, donc ne me tombez pas dessus si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est juste un ressenti tout simple. Donc voilà, je voulais introduire cette vidéo en disant ça, car je trouve qu'on le dit pas assez quand on parle de prédiction, on a l'impression qu'une prédiction est une vérité générale, mais là en l'occurrence pas du tout. Je vais commencer par l'équipe pour moi qui a le plus de chances d'être sur le podium, et c'est Monaco. Alors Monaco est sur une continuité avec Philippe Clement, qui est arrivé en cours de saison dernière, qui a fait des très bons résultats depuis son arrivée, même si on sait que Monaco, que ce soit avec Philippe Clement ou avec Niko Kovac, c'est toujours difficile en début de saison et après il y a une remontada, donc c'est pas forcément sûr que Monaco va commencer sur les chapeaux de roue. Cependant, moi je trouve qu'il y a une continuité dans l'effectif. Alors ils ont une perte majeure qui est la perte d'Aurélien Tchouaméni qui a signé pour une centaine de millions d'euros au Real Madrid. Cependant, je pense que Monaco est très bien armé, leur recrutement n'est pas forcément très incroyable, mais je trouve que c'est bien de rester un peu sur la stabilité. Et pour moi, Monaco a clairement les armes pour être sur le podium. C'est l'équipe pour moi la mieux armée pour être sur le podium. On a des joueurs vraiment de grand talent comme Wissam Ben Yedder, international français, on a Kevin Volland, on a l'arrivée de Brillem Bolo. Moi j'ai un peu de mal avec Brillem Bolo, je vous avoue. Je suis énormément la Bundesliga et je trouve pas que c'est... Alors il a du talent, mais niveau régularité c'est pas vraiment ça. On a l'arrivée de Takumi Minamino qui a un ailier qui est assez atypique, j'ai envie de dire. Moi je pensais que dans le système de Clément il serait plus passé en faux neuf, mais du coup il y a vraiment beaucoup de monde dans les deux attaquants, donc voilà, il se retrouve sur une aile droite. Ça bouche un peu du coup le côté pour Sofiane Diop, ce qui est dommage parce que Sofiane Diop, moi je trouve que c'est un talent énorme. Il manque peut-être un peu de confiance, mais pour moi il est très très fort. Et une défense qui devient de plus en plus solide. Je trouve que Badiachil et Dissassi, ça progresse de mois en mois. Je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Aguilar qui est un peu une valeur sûre de notre Ligue 1 avec Vanderson du coup qui jouera peut-être à cette place ou peut-être un peu plus haut. Et Caio Henrique à gauche qui est sûrement un des meilleurs latéraux sur les deux dernières saisons. Bref. Vraiment Monaco, moi je les vois très très bien armés. J'ai oublié de parler du gardien aussi, qui est quand même très costaud, qui a fait un début de saison calamiteux, mais pour le coup il a vraiment très bien rebondi. Donc voilà, je pense que Monaco pour moi est le mieux armé. Si je devais faire un classement prédiction, Monaco pour moi serait deuxième. Voilà, je les sens bien continuer. Ils vont peut-être faire un début de saison à nouveau un peu compliqué parce qu'ils jouent les tours préliminaires d'Europe et on sait très bien que ça laisse des traces. D'ailleurs contre le PSV, ils n'ont pas été ridicules. Alors le match n'était pas flamboyant, mais bon, faire 1-1 comme ça contre le PSV, je trouve que c'est plutôt un bon résultat. Donc voilà, j'ai envie de croire en Monaco. Et c'est pourquoi pour moi Monaco est le favori parmi les poursuivants du PSG pour être sur le podium. Après avoir parlé de l'équipe qui a le plus de chances d'être sur le podium, j'ai envie de parler de l'équipe pour moi qui a le moins de chances d'être sur le podium parmi les poursuivants. Et pour moi, c'est l'Olympique de Marseille. Alors c'est vraiment en toute objectivité, il n'y a aucun clubisme. Hein. Comme je dis dans certaines vidéos, je suis supporter lyonnais, mais moi, pour le coup, j'ai toujours dit, j'ai pas grand-chose contre Marseille. Bon, je vous avoue que fin des années 2000, je les aimais vraiment pas. Mais là, franchement, moi, j'ai rien contre Marseille. Donc, pour moi, Marseille n'a jamais été un rival de Lyon, il le sera jamais. C'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, je suis très objectif. Et pour moi, Marseille ne peut pas être sur le podium cette saison. Tout simplement avec tout ce qui se passe déjà depuis le mois de juillet, alors que nous sommes que le 4 août. Jorge Sampaoli a claqué la porte, alors pour des raisons qui semblent un peu obscures. Visiblement, il aurait demandé Renato Sanchez et Griezmann au bord de Marseillais, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la réalité. Longoria, 3 jours après, trouve un nouvel entraîneur, il met Igor Tudor, qui est un entraîneur qui a quand même fait 9 clubs en 9 ans. Je trouve que pour un projet qui est en train de se reconstruire, un projet où il y a beaucoup de stabilité qui doit être mise en place, surtout à Marseille, on sait que le moindre événement peut prendre une ampleur
dans ce club. Et du coup, mettre un autre mec qui change, comme Sampaoli, quasiment tous les ans de club pour des raisons un peu diverses, je trouve que c'est pas forcément le meilleur choix. Alors après, moi, sportivement, Igor Tudor, j'ai vu que ce que j'ai vu en match amicaux. Je les ai pas tous vus parce que je suis pas supporter marseillais. Et j'ai également vu un peu, quand il est arrivé, on va dire un peu le jeu du Hellas Vérone, du coup sur des complis, donc ça représente pas vraiment la vérité du terrain, j'ai envie de dire. Mais voilà, Igor Tudor, il est critiqué déjà surtout pour son management. Là, apparemment, il est très dur. Ça change de Sampaoli qui était très dans la calinothérapie. Lui, il a l'air d'être très dur et du coup, ça me semble compliqué pour l'Olympique de Marseille de faire des bons résultats, car clairement, je trouve que le contraste entre Sampaoli et Tudor est complètement différent. Tactiquement également, c'est très différent. J'ai l'impression que chez Tudor, il y a une rigueur beaucoup plus grande que sur Sampaoli. Alors rigueur, peut-être que c'est pas le mot que j'aurais dû utiliser, mais en fait, je trouve que avec Sampaoli, il y avait un vrai dépassement de fonction. Quand par exemple, vous pouvez avoir Valentin Rongier, piston droit, mais en fait, il était plutôt arrière droit quand il défendait, mais il était milieu quand il attaquait. Enfin bref, il y avait vraiment un schéma tactique qui était très, on va dire, qui laissait beaucoup de liberté aux joueurs, tout en respectant quand même les consignes du coach. Tudor, ça a l'air d'être beaucoup plus simple, j'ai envie de dire. C'est son 3-4-2-1, il me semble. Avec les deux pistons qui sont tout de même très importants. Et voilà, moi je trouve que, ouais, je sais pas, je trouve qu'entre ça, là, il y a à l'heure où je tourne, il y a Verretou qui devrait arriver, mais ça plaît pas beaucoup à bon nombre de Marseillais, car il y a eu des histoires extra-sportives, notamment Verretou qui aurait payé l'avocat pour défendre le père de sa femme, qui aurait violé quelqu'un, il me semble que c'est ça l'histoire, si je me trompe, je suis désolé, mais il me semble que c'est ça. Donc les Marseillais n'en veulent pas, ce qui est tout à leur honneur, honnêtement. Et voilà, moi je trouve qu'il y a eu le départ de Saliba, qui est vraiment une énorme perte. Le recrutement ne me fait pas rêver, honnêtement. On a Franck McCourt qui annonce qu'il veut plus acheter, il faut vendre. L'histoire avec Bamba Dieng, c'est pareil. Enfin vraiment, je trouve que tout ce qu'on voyait de positif depuis l'arrivée de Longoria en président, je trouve que c'est un peu en train de s'évaporer. Alors je suis peut-être alarmiste et je suis peut-être très pessimiste. En tout cas, moi de ce que je peux voir sur Twitter, comme je suis pas mal de supporters marseillais avec qui j'échange, je pense notamment à Marwan Belkacem, que je salue s'il regarde la vidéo. Mais je trouve vraiment que le climat au sein de l'Olympique de Marseille est clairement pas sain. Ça arrive souvent que le climat soit tendu, hein, l'Olympique de Marseille, on s'entend. Mais là, moi, je sens pas de bonnes résolutions. Je trouve que le club n'a pas l'air de se porter au mieux et je vois pas comment l'Olympique de Marseille pourrait avoir des bons résultats avec tout ce que j'ai évoqué. En plus de ça, le fait d'avoir pris des prêts l'année dernière, c'était une très bonne idée parce qu'il n'y avait pas d'argent. Sauf que là, on a dû payer les options d'achat et je suis pas sûr que, du coup, là, à moyen terme, ce système marche très bien. Donc, il y a moins d'argent, on a recruté des joueurs, donc pas forcément chers, des bonnes affaires. Bon, Jonathan Klaus, je pense que c'est une très bonne recrue, ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Chancel Mbemba, normalement, ça devrait être un bon défenseur également. Isaac Touré, moi, j'en attends beaucoup, mais bon, il a quand même pas mal d'erreurs de placement et de ce genre de choses, ce qui est normal à son âge, mais du coup, le mettre directement titulaire, ça peut être un risque, je trouve que c'est assez dangereux. Samuel Gigot, je vous avoue, je regarde pas le championnat russe, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et également Luis Suarez, qui n'a pas l'air d'être l'attaquant le plus prolifique du football mondial, et en fait, je trouve qu'il a à peu près le même style que Bamba Dieng, et du coup, le fait de l'avoir recruté, je comprends pas vraiment l'intérêt. Enfin, en tout cas, vraiment, c'est vraiment dommage, hein, voilà, je trouve que le climat n'est vraiment pas bon au sein de Marseille, et je les vois, du coup, absolument pas être sur le podium. J'ai oublié de parler également de l'Europe, qui va forcément laisser des traces. En tout cas, voilà, je pense que, ouais, Marseille, pour moi, c'est vraiment, ce sera pas sur le podium l'année prochaine. Vraiment, je pense pas prendre de risque en disant ça, mais ce sera pas sur le podium l'annennée prochaine. Donc, qui pourra accompagner Monaco et Paris? Alors, en fait, moi, j'hésite entre 3 noms. Pour moi, ce sera soit l'OGC Nice, soit l'Olympique Lyonnais, soit le Stade Rennais. Si je devais en choisir vraiment un entre les trois, pour moi, ça serait vraiment pas du 50-50 vu qu'ils sont 3, du 33-33-33, on va dire, donc du 34-33-32. Je choisirais l'OGC Nice. L'OGC Nice qui a quand même été sur le podium un bon nombre de journées l'année dernière, qui a un peu coulé suite à des problèmes entre Christophe Galtier et Julien Fournier, comme on avait évoqué dans la vidéo sur l'OGC Nice. Et moi je trouve que l'arrivée de Lucien Favre va vraiment apporter quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup aimé sa conférence de presse quand il est arrivé, en disant non mais de toute façon notre objectif c'est le podium. Je trouve que c'est bien, ça met vraiment les joueurs du coup directement avec des gros objectifs, et c'est pour ça moi je les vois un peu passer le podium. Je trouve que le recrutement est très intelligent. Je pense à Kasper Schmeichel qui est un excellent gardien, c'est une super chose de le voir arriver en Ligue 1. Je pense à Alexis Beka qui est un milieu défensif très intéressant.
qui a une belle marge de progression. Le Alexis Beka Beka que je vois, pardon, c'est en tournoi olympique et clairement je trouvais qu'il avait survolé le tournoi par rapport à ses autres coéquipiers. Voilà, j'ai hâte de le voir à l'OGC Nice, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'intelligent. On peut penser également à... j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. Le défenseur central d'Empoli. Lui, je le connais pas plus que ça, mais bon, je pense que si Nice a mis 13 millions d'euros, c'est qu'il y a une bonne raison. Je trouve que clairement, c'est ce qu'il fallait recruter en priorité pour épauler Todibo, parce que Dante commence à être un peu vieillissant. Donc voilà, vraiment des choses très intéressantes du côté du mercato de l'OGC Nice. On peut également parler de Aaron Ramsey, même si moi, j'avoue, j'ai beaucoup de doutes sur Aaron Ramsey. Donc voilà, je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, moi je trouve que Nice a un très bel effectif. Peut-être qu'ils vont laisser un peu de traces dans la Coupe d'Europe, mais je trouve que les postes sont plutôt doublés, sachant qu'en plus de ça, le mercato n'est pas fini de ce que j'ai vu. Il y a des joueurs de grand talent comme Kefren Turan et Amine Gouiri qui sont à l'heure d'aujourd'hui encore dans le club, et ça c'est une très bonne chose. Donc pour moi, Nice clairement a des chances d'être sur le podium. Sans problème. Pour moi, il est un peu plus en avance que Lyon et que Rennes. Donc la deuxième équipe qui pourrait du coup être à côté de Paris et Monaco, pour moi, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais, en fait, la grosse force de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'ils jouent pas l'Europe. Et ça, pour moi, clairement, c'est une force énorme pour eux. Car l'Olympique Lyonnais a un 11 qui est quand même très compétitif, surtout là avec l'arrivée de Alexandre Lacazette. On a eu l'arrivée également de Corentin Tolisso. Bon, à voir s'il va avoir beaucoup de temps de jeu ou pas, ça pour moi c'est... on verra bien. On a également l'arrivée de Nicolas Tagliafico sur le côté gauche, qui était clairement un chantier important, et du coup on a également eu l'arrivée du coup de Tété, qui est revenu en prêt du coup de Shakhtar, et ça c'est une très bonne chose. Donc vraiment l'Olympique Lyonnais, je peux parler également de Johan Le Penant, qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui va se retrouver peut-être titulaire en poste de sentinelle, même si visiblement l'Olympique Lyonnais recherche quelque chose. On a également des jeunes aussi, l'académie, on a Loukeba et on a Gusto, comme on a parlé dans la vidéo sur les jeunes de Ligue 1, donc vraiment je trouve que l'Olympique Lyonnais est bel et bien armé. À voir, petit doute sur l'entraîneur. Moi je suis un défenseur de Peter Bosz, je trouve qu'il a des idées de jeu très bonnes, c'est un très bon communicant. Je pense que c'est un bon manager également, honnêtement. Je trouve que c'est un des meilleurs entraîneurs que Lyon a eu depuis les dernières années. Cependant les résultats sont pas là, il faut regarder la vérité en face, et du coup forcément il y a des doutes qui s'installent. Je trouve que les Lyonnais sont en général plutôt soit noirs soit blancs, il n'y a jamais gris. Donc je vais être un peu gris. Je pense que voilà, Peter Bosz peut réussir, mais il faut pas lui laisser non plus trop de temps. Là, on lui a déjà laissé une saison. Si en octobre, novembre, ça marche pas, il va falloir trouver une solution annexe, même si le marché des entraîneurs m'a pas l'air très étoffé. Mais voilà, moi je trouve que Lyon est capable de jouer le fait qu'il ne joue pas l'Europe, en fait, est capable de se retrouver sur le podium, ce qui serait peut-être même primordial. Leur grosse faiblesse pour moi c'est leur défense centrale. Ce sera Thiago Mendes à côté de Castello Loukeba, et sans jeter la pierre à Thiago Mendes, parce que clairement il a rendu des bons services l'année dernière. Il a été plutôt correct, même très bon, mais ça reste pas un un défenseur central de métier. Et ça peut poser problème, notamment au niveau du placement, au niveau de la formation. En fait, être défenseur central, on peut le devenir, mais tout de même, il y a quand même des bases à savoir. Et sur certains points, des fois, il se projette trop, il attaque trop, il anticipe trop. Ce qui faisait en fait tout le défensif, donc ça se comprend. Donc voilà, je pense que l'Olympique Lyonnais peut être sur le podium. Je les vois un tout petit peu moins favoris que Nice. Alors encore une fois, je me répète, c'est une histoire de ressenti. En plus, je suis supporter lyonnais, donc normalement je devrais avoir Lyon au-dessus. Mais voilà, moi je trouve que Nice est peut-être plus armé, mais Lyon, c'est vrai, ne joue pas l'Europe. Et le dernier poursuivant, pour moi, du coup, ce sera le Stade Rennais, vous l'aurez compris. Et le Stade Rennais, je vous avoue, j'ai pas d'explication rationnelle, mais je ne vois pas faire une aussi belle saison. Le Stade Rennais, je pense que c'est l'équipe que j'ai le plus apprécié suivre en Ligue 1 l'année dernière. Très honnêtement, j'ai été bluffé, sincèrement, hein, j'ai été bluffé. En plus, moi j'avais des petits doutes sur Bruno Genesio, qui n'a pas été non plus un coach si mauvais à l'Olympique Lyonnais, mais il n'a pas été bon, notamment sur certains points. On va pas revenir là-dessus, mais je trouve que les critiques sont quand même très dures sur Genesio, même si on aurait dû avoir un trophée sous Genesio, enfin bref. Voilà. Et je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont surperformé. Je pense à un Martin Terrier, je le vois pas refaire cette saison, où il a été absolument stratosphérique. Je trouve que le départ de Naïef Aguerd va laisser beaucoup de traces, même s'ils ont recruté Arthur Théat, défenseur central belge, qui est plutôt un défenseur très intéressant, prometteur, qui joue à Bologne avec une bonne relance.
qui est international aussi avec quelques sélections. C'est une très bonne recrue, c'est une très belle pioche. À voir comment il s'adapte au système rennais. On a également Joe Rodon qui est arrivé du coup en provenance de Tottenham en prêt, qui est plutôt intéressant. Peut-être que du coup ce sera eux en défense centrale, du coup Théâtre et Rodon. Peut-être que Omari va être titulaire, mais bon, Omari il s'est retrouvé pareil, il a peut-être surperformé, car il se retrouve en équipe première à 22 ans, titulaire en équipe première, et clairement c'était pas prévu. Après ça se trouve il va exploser, les explosions tardives arrivent. Mais je vous avoue, j'ai des petits doutes. Et on a surtout le départ normalement de Amari Traoré, et ça, clairement, le capitaine, c'est une énorme perte. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle pour être tout à fait honnête, mais je vois pas forcément le Stade Rennais briller cette saison. Alors quand je dis briller, je les vois être 5e, quoi. Est-ce que le Stade Rennais doit viser le podium? C'est un débat. Est-ce que le Stade Rennais, on peut parler de saison ratée quand le Stade Rennais finit 5e? C'est aussi un débat. Je vous avoue que... Pour moi non, surtout que comme vous le voyez avec les clubs que je vous ai énumérés, forcément maintenant il y a de plus en plus de prétendants au podium. Donc voilà, ouais j'ai mes réserves, après si je dis pas que Rennes ne sera pas sur le podium, hein, c'est clairement possible. Comme je vous ai dit, moi Nice, Lyon, Rennes, ça joue vraiment à des petits détails, mais je sais pas, je vois pas Rennes surperformer. C'est bien qu'ils aient recruté Steve Mandanda, je veux bien en parler, parce que Alfred Gomis c'était vraiment limite, et pour le coup, si c'était un autre gardien, je pense que Rennes aurait été sur le podium l'année dernière. À voir aussi l'évolution de Leslie Ugochukwu et également de Désiré Doué, voir comment ils s'acclimatent, s'ils ont du temps de jeu ou pas. On verra bien, on fera les comptes en fin d'année, mais j'ai des petites réserves sur le Stade Rennais. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un ressenti, donc il n'y a pas d'explication rationnelle. Donc voilà, je me suis arrêté du coup sur les 5 clubs là qui pourraient être sur le podium. Je mets pas le LOSC dedans, même s'ils ont été champions il y a 2 ans. Je pense que le LOSC va avoir un peu une année de transition. Là, il y a un nouveau projet qui est en train de se créer. On a encore des départs, notamment celui d'Onana à West Ham. Enfin, Fonseca arrive, il va du coup insuffler un souffle nouveau. C'est pareil, il y a eu le départ également de Botman et Selic, qui sont remplacés numériquement, mais à voir sur le terrain. Je pense que le LOSC peut potentiellement finir 6 ou 7e, mais ouais non, je vois pas le LOSC faire une saison incroyable. Je trouve que leur recrutement est plutôt intelligent, mais ouais non, je vois pas le LOSC être 3e ou 2e, clairement. Alors peut-être qu'ils sont 4e, hein, ça se trouve, peut-être 5e, peut-être devant du coup des équipes que j'ai citées avant, c'est possible, et c'est ce que je leur souhaite honnêtement, mais non, je vois pas le LOSC être sur le podium. Je pense que c'est trop tôt pour les mettre sur le podium. Même si pareil, le fait qu'ils jouent pas l'Europe, clairement, ça peut être une force pour eux, car leur 11 est pas non plus ridicule. À voir également l'évolution de Mohamed Bayo, du coup, à côté de David. Comment ça va se passer entre les deux, est-ce qu'ils vont jouer à 2 ou pas? Donc voilà, le LOSC pour moi je les mets pas dedans, ils rentrent pas dans la réflexion. Et si on doit parler du top 10 du coup de la Ligue 1 de l'année dernière, Strasbourg ils ont frôlé le podium, bon après ils sont un peu dégringolés, façon de parler. Je pense pas que le but de Strasbourg c'est d'être sur le podium, je pense que de rester dans le top 10, voire le top 8 ça peut être une très bonne chose pour Strasbourg. Le RC Lens c'est pareil, top 7, top 8 pas plus. Et le FC Nantes, j'ai des petite réserve, même sur le top 10 quand j'en ai parlé dans la vidéo. Sur le FC Nantes, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, donc à voir. En tout cas, voilà, si je devais faire un classement, j'ai horreur de faire ça, mais voilà, on va le faire. Pour moi, ce serait Paris 1er du coup, Monaco 2e, Nice 3e, Lyon 4e, Rennes 5e et Marseille 6e. Et après, Lille, Lens, Strasbourg. Et Brest. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, donc c'est une petite vidéo un peu légère, une petite vidéo de prédiction, voilà, c'est encore une fois, c'est moins poussé dans l'analyse que certaines vidéos, il y a forcément une part d'irrationnel, enfin voilà, faut pas, les avis que j'ai donnés, notamment par exemple sur Rennes, il faut pas me tomber dessus en me disant que je dis n'importe quoi, encore une fois c'est un ressenti, ça se conteste pas. Je souhaite aux Rennais, hein, moi, de pouvoir faire une très belle saison, et même moi en tant qu'observateur du football, si je pouvais revoir le Rennes que j'ai vu l'année dernière, une saison de plus, clairement, je signerais. Donc voilà, en tout cas, dites-moi, vous, en commentaire, quel serait votre podium pour la saison prochaine, même votre top 5 si vous souhaitez, enfin dites-moi à peu près qui vous verriez du coup accompagner Paris. Enfin, je pense que vous voyez Paris sur le podium, on va pas se mentir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker.
D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, je vais vous en parler tout de suite, mais je l'avais écrit en post sur Twitter et également en post sur YouTube, du coup dans l'onglet communauté. À partir de lundi, du coup, tous les lundis à 18h, il y aura l'Euro 5, qui va être une série que j'ai vraiment hâte de faire. En fait, on va revenir sur les 5 grands championnats tous les lundis à 18h. Le but en fait c'est de parler des 5 grands championnats, on va essayer à temps égal, et surtout le but principal de l'Euro 5 c'est de par exemple en Ligue 1 de pouvoir autant parler par exemple du PSG que de l'Estac. Voilà, donc il y aura 5 parties dans ces vidéos le lundi à 18h, donc dans l'Euro 5, avec un grand format, donc un match par championnat, qui seront du coup pas forcément que des affiches. Et après, bien sûr, on parlera également, on fera un petit résumé du coup en mettant les résultats et les classements, donc ça durera une vingtaine de minutes je pense, donc j'ai vraiment hâte de vous proposer ça, ça va vraiment être cool. Le premier épisode sera lundi à 18h, bon il y aura que 3 championnats, donc il sera un peu plus court que les autres. Mais voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, donc n'hésitez pas du coup à activer la cloche de notification pour suivre ce nouveau projet. N'hésitez pas à vous abonner également, et puis moi je vous dis à très bientôt, il y aura une vidéo en fin de semaine sur les Pays-Bas, l'épisode numéro 4 de Road to World Cup, du coup on parlera des Pays-Bas, la vidéo est quasiment écrite, donc ça sortira là vraiment très rapidement. En tout cas moi je vous dis à bientôt, tchuss.